On n'en finit pas de discuter des conséquences de la dispute entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump dans le bureau ovale la semaine dernière. Et hier encore, les Européens réunis à Londres ont essayé de jouer les conseillers conjugaux entre les deux rives de l'Atlantique. Mais la question se pose, à quoi peut servir une thérapie de couple si au moins l'une des deux parties ne veut plus continuer cette relation? En tous les cas, on reste très loin d'une réconciliation et on voit mal Volodymyr Zelensky venir s'abaisser à s'excuser d'une faute qu'il estime ne pas avoir commis, tandis que Donald Trump et son équipe persistent à justifier leur attitude en formulant les mêmes demandes et même encore plus. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on regarde un peu ce qui s'est passé depuis le 28 février et en particulier ce sommet extraordinaire à Londres hier dimanche où l'on a eu des nouvelles annonces d'aide mais surtout la confirmation de la préparation de l'envoi d'une force de maintien de la paix européenne en Ukraine. Mais surtout la confirmation de la préparation de l'envoi d'une force de maintien de la paix européenne en Ukraine pour faire respecter un cessez-le-feu, sachant que ce cessez-le-feu, ce ne sont pas les Européens qui vont en dessiner les contours et qui vont le négocier directement avec la Russie. Ils vont laisser ça aux États-Unis. Alors parlons-en. Je précise que j'enregistre cette vidéo au moment même où Donald Trump a truffé, donc il a posté sur son réseau Truth Social pour annoncer une déclaration ce soir, donc chez nous en Europe ça va arriver assez tard dans la nuit, mais Donald Trump assure que ça va être big juste après un autre post où il s'est vanté d'être le seul président américain à ne jamais avoir cédé de terre ukrainienne à la Russie. Donc le seul président américain depuis 1776 évidemment, mais surtout depuis Barack Obama. C'est encore un signe que Donald Trump n'a jamais dépassé sa rivalité vis-à-vis de Barack Obama. Mais donc il faudra suivre encore une fois ce qu'il va se passer dans les prochaines heures. Est-ce que ça va être une nouvelle conférence de presse dans laquelle Donald Trump va refaire l'histoire, ou alors est-ce que ça va être Vladimir Poutine qui va débarquer dans le bureau ovale? On verra ce qu'il adviendra et évidemment on le suivra de très près ici. Donc ce que Keir Starmer a fait hier, c'est organiser un nouveau sommet extraordinaire européen pour soutenir l'Ukraine. C'est le 4e ou 5e sommet de ce type depuis que Donald Trump est revenu à la Maison Blanche. Ça dépend comment est-ce qu'on comptabilise les rencontres informelles dans le cadre institutionnel de l'Union européenne. Hier, il y avait des représentants de 19 pays, donc principalement des Européens, mais aussi le Canada et la Turquie. Très important, la Turquie, je vais y revenir. Et c'était une nouvelle belle démonstration de solidarité. Après le sommet, Volodymyr Zelensky est même allé rencontrer le roi, Charles III. Les Européens ont réitéré leur solidarité, ils ont annoncé des investissements dans la défense, des nouveaux paquets d'aide militaire à l'Ukraine, notamment cette annonce de 2 milliards d'euros pour pouvoir produire 5000 missiles qui sont spécialisés dans l'interception de drones Shahed. Mais une des grandes annonces hier, c'était la confirmation de la préparation de l'envoi d'une force de maintien de la paix européenne pour faire respecter un cessez-le-feu en Ukraine. Keir Starmer parle d'avions en l'air et de troupes au sol, en coordination avec notamment la France. Il était très important que la Turquie soit présente à ce sommet, puisque une implication turque dans cette force de maintien de la paix lui donnerait beaucoup de crédit. La Turquie, elle dispose d'une armée aguerrie qui a l'habitude de se déployer en zone de guerre et surtout qui a une direction politique. Recep Tayyip Erdogan étant un acteur clé des enjeux de sécurité en mer Noire, qui pratique le même usage du rapport de force que Vladimir Poutine. C'est un peu l'autre caïd du quartier que Vladimir Poutine a appris à respecter avec le temps. Et donc l'implication des Turcs donnerait beaucoup de poids à une force de maintien de la paix, parce qu'une force strictement européenne, on peine encore à en dessiner les contours, à comprendre de combien d'hommes on parlerait, et surtout à en déterminer la mission et les règles d'engagement. Comment est-ce que des soldats européens réagiront en cas de bombardement ou de reprise des combats? Pourquoi est-ce que Keir Starmer parle d'avions en l'air et de troupes au sol? C'était quelque chose qui n'était pas acceptable pendant les phases chaudes de la guerre ces 3 dernières années, et donc si ça l'est aujourd'hui, c'est probablement que les Européens entendent bien ne pas s'en servir de ces avions et de ces troupes, et qu'ils espèrent que leur simple présence permettra de faire respecter un cessez-le-feu. Mais dans le contexte russo-ukrainien, on s'attend à des provocations et on s'attend à des violations régulières et en tout genre du cessez-le-feu, comme ça a été le cas à des dizaines de reprises entre 2015 et 2022. Et donc une force de maintien de la paix, moi je reste très prudent, je reste très réservé quant à son efficacité, d'autant que ces 40 dernières années, on a quand même très peu d'exemples de forces de maintien de la paix qui ont obtenu des résultats. Ça a plutôt été le contraire, comme on a vu en Europe, en ex-Yougoslavie, mais comme on le voit encore aujourd'hui au Congo. Ensuite, annoncer la préparation de l'envoi d'une force de maintien de la paix en Ukraine, c'est très bien, mais les Européens se sont empressés de préciser qu'il fallait que les États-Unis soutiennent leur plan pour que celui-ci marche. Ce
Ce qui veut dire que ce plan n'est pas vraiment un plan, ça serait plutôt pour assurer un service après-vente d'une décision politique qui serait négociée entre les Américains et les Russes. Et donc les Européens assumeraient de ne pas prendre de décision et de se réserver une fonction de police. C'est un peu faible pour un réveil, pour un sursaut européen. Je ne dis pas du tout que les Européens, et en particulier les participants au sommet d'hier, n'y pensent pas. Visiblement, ils ont discuté des modalités d'un cessez-le-feu, mais là, par exemple, il y a eu un couac, puisque dès hier, dimanche soir, Emmanuel Macron a annoncé au Figaro qu'il y avait une proposition ferme de créer les conditions d'une trêve de 1 mois dans les airs, sur les mers et contre les infrastructures énergétiques. Mais ça, c'est quelque chose qui a été démenti tout de suite par les Britanniques, tandis que les Ukrainiens, ils disaient bof, puisque des trêves de 1 mois, ils en ont vécu des dizaines entre 2015 et 2022, et ça ne les a amenés nulle part. Il y a potentiellement quelque chose de fort qui est ressorti des discussions d'hier, puisque les Européens se sont apparemment accordés sur ce qui devrait être la première garantie de sécurité pour l'Ukraine dans le cadre d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire assurer que l'armée ukrainienne soit soutenue dans le long terme et qu'elle puisse se consolider. Et ça, si effectivement c'est le cas, eh bien ça serait très fort, puisque ça serait résister à une exigence russe concernant la démilitarisation de l'Ukraine. Donc c'est au moins résister à une exigence russe. Mais déjà, il faut que les Américains et les Russes, ils en tiennent compte quand eux, ils vont négocier en bilatéral. Et deuxièmement, il faut aussi que les Américains, ils y trouvent leur compte, probablement en vendant de l'armement et de l'équipement aux Ukrainiens. Mais alors là, il faudra faire très attention à ce que les Ukrainiens soient autorisés à utiliser cet armement quand le conflit reprendra. Et puis, j'ai ironisé un peu sur cette résistance à au moins une exigence russe. On voit que les Européens, toutes les questions de territoire, toutes les questions de prisonniers ou de la sécurité dans la mer Noire, ça, ils le délèguent aux Américains. Les Européens, je comprends qu'ils n'ont pas les capacités militaires des États-Unis. Ils ont aussi des limitations financières que dans le contexte français francophone, on connaît très bien. Et les Européens, ils font déjà beaucoup. Et là-dessus, il faut regarder de très près le sommet qui va se dérouler le 6 mars à Bruxelles, puisqu'on parle de l'annonce d'un plan massif d'investissement dans la défense européenne. Moi, j'avais vu passer le chiffre de 700 milliards d'euros, on va voir si effectivement c'est cette échelle de valeur. Et puis en tant qu'Européen, je comprends aussi que c'est très difficile de se réveiller de ces 80 ans de partenariat transatlantique relativement bienveillant. Et puis il faut dire que ce virage de l'administration Trump, il complique absolument tout. Économiquement, financièrement, commercialement, technologiquement, militairement, tout devient beaucoup plus difficile sans le soutien de la première puissance mondiale. Et puis les Européens, ils sont pas non plus suicidaires. Là, ils doivent s'adapter au revirement de l'administration Trump, mais on sait bien que dans moins de 2 ans, ce sont les élections de midterms, et donc ça ne servira à rien de se dissocier brutalement des États-Unis, puisque ça serait insulter l'avenir, et un avenir qui est quand même relativement proche. Reste que dans ce cas précis, on se demande quand même où est cette volonté politique, ce sursaut européen, et tout simplement pourquoi est-ce que les Européens n'arrivent pas à penser comme les Turcs, qui ont certainement leurs défauts, mais qui sont arrivés à monter des opérations sur plusieurs théâtres de conflit, à agir, à provoquer des chocs, à créer des surprises et à construire des nouveaux rapports de force. Bref, on va voir ce que ça va donner et puis on va voir ce que Donald Trump va faire de ses propositions européennes, y compris en ce qui concerne le rabibochage avec Volodymyr Zelensky. Les Européens, on l'a vu hier, ils considèrent ce rabibochage comme crucial. Keir Starmer, Emmanuel Macron, mais aussi Giorgia Meloni, ils ont été très insistants auprès de Volodymyr Zelensky pour qu'il renoue de lui-même cette relation. Et Volodymyr Zelensky, il ne dit pas autre chose, il n'arrête pas de répéter que le soutien de Donald Trump est crucial dans son effort de guerre, mais lui, il refuse de s'excuser. Comme d'ailleurs c'est le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Pendant tout le week-end, on a vu tous les dignitaires de l'administration Trump faire le tour des médias et des réseaux sociaux pour justifier l'attitude du président et pour exiger que ce soit Volodymyr Zelensky qui fasse le premier pas et qui présente ses excuses, voire qu'il présente sa démission. Et hier sur Truth Social, on a aussi vu apparaître ce post assez hallucinant de Donald Trump. En fait, il a juste copié-collé le texte d'un karatéka du Texas, dans lequel il affirme que Volodymyr Zelensky n'a plus d'autre choix que de se coucher et de tout céder, qu'il doit accepter les conditions de Trump, que Trump avait tout prévu à l'avance et que Trump est un joueur d'échecs en avance de 10 coups. Les faits étaient assez surprenants puisqu'on avait l'impression que Donald Trump parlait de lui-même à la 3e personne, mais c'est surtout que ça révélait son état d'esprit. Il ne s'excusera pas. Et si jamais Volodymyr Zelensky revient à lui, eh bien, il lui imposera des conditions encore plus drastiques.
et notamment on pense à ce deal sur l'exploitation des ressources minérales. À partir de là, on constate l'intransigeance de l'administration Trump et on constate surtout les limites de l'engagement européen et leur insistance peut-être naïve à vouloir tout faire passer par les États-Unis. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, la variable d'ajustement pour l'Ukraine, c'est l'Europe, et maintenant qu'on en voit les limites, eh bien la balle est nettement dans le camp ukrainien, puisque c'est à Volodymyr Zelensky de décider s'il va présenter ses excuses ou refuser, s'il va s'abaisser devant Donald Trump ou persister dans sa fierté. On a vu Andriy Yermak, le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, dire qu'il voulait se rapprocher de la Chine, mais personnellement je n'y crois pas trop, puisque je n'imagine pas une seule seconde Xi Jinping remettre en cause sa relation avec Vladimir Poutine pour se rapprocher de l'Ukraine. Et donc il semble bien que les options de Volodymyr Zelensky et de l'Ukraine en règle générale s'amenuisent, sachant que si Volodymyr Zelensky s'abaisse à présenter ses excuses à Donald Trump, ce sera dans un contexte bien plus tendu et avec des conditions bien plus strictes. Étant donné l'alignement de la vision de Donald Trump avec celle de Vladimir Poutine, ça ce sont les mots de Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, Donald Trump veut clairement se débarrasser de ce problème ukrainien pour dealer directement avec la Russie et il veut jeter l'Ukraine avec l'eau du bain. Et donc on en revient toujours à la même question, si Volodymyr Zelensky s'entête à tenir tête et à vouloir se tracer une voie alternative, eh bien il faut qu'il entraîne avec lui les Européens et là-dessus, bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.